Bonsoir à tous. C'est pas évident de les réunir, pas du tout, mais c'est très plaisant de les écouter. Deux sachants, illustration parfaite des mots de Nietzsche, les esprits ont besoin des esprits. Lui, c'est un mauvais maître cuisinier, mais un bon maître du prétoire. Attention, attention, il sait bien cuisiner, inviter et journaliste sur un plateau. Suivez mon regard. L'autre fut un grand danseur au rythme du bougarabou dans la vieille Casamance, maître d'orchestre de la philosophie artiste et chantre de la diversité et surtout de l'hospitalité. Un ancien garde des Sceaux rencontre un ancien conseiller du ministre de l'Éducation et de la Culture en 1993, face à face inédit entre professeur Souleymane Bachir Diagne et maître Doudou Ndoye pour écrire la première page d'une émission qui va faire grand bruit, BL, et on démarre top. Professeur Souleymane Bachir Diagne, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Papa Luc. C'est un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. C'est un plaisir de vous retrouver parce que ce n'est pas notre première conversation. Exactement. Et c'est un plaisir d'être en compagnie du ministre pour qui j'ai la plus grande admiration et la plus grande amitié. Et une chose que vous auriez pu rajouter, c'est que nous sommes tous les deux des anciens du lycée Van Vollenhoven. Oui, exactement. Moi, je dis toujours, et je me targue de cela, que je fus et je suis l'un des étudiants virtuels les plus assidus par rapport aux émissions qu'on a faites ensemble. Et ce qui est charmant, ce qui est extraordinaire, professeur Souleymane Bachir Diagne, c'est que chaque émission, on dirait que c'est une première. Ça me plaît au fait d'entendre toujours un nouveau discours et on en a fait des émissions. C'est vrai, c'est vrai. Elles sont toutes différentes, en effet. Ce qui reste constant, c'est le fait que j'aime votre conversation et que nous avons développé au fil des émissions une certaine connivence dont je me félicite. Et ça, c'est une chance. C'est mon maître du prétoire, maître Doudou Ndoye. Même éloge, même mot pour vous. Merci beaucoup d'être là pour cette première émission de BL. Merci, Papa Lune. Mais c'est un honneur d'être à côté de mon maître. Je dis bien de notre maître, Souleymane Bachir Diagne. C'est notre professeur. Et j'espère qu'il restera longtemps notre guide dans la réflexion, la recherche, la pensée. Nous avons besoin de guides éclairés, qui éclairent aussi notre vie. Je suis très content de le voir au-delà du lycée Van Vollenhoven que nous avons fait, ce beau lycée qui fut cet endroit du savoir, de la connaissance, de la correction. Vraiment. Et en un monde d'une certaine civilisation, et aussi nous partageons nos racines de ce que fut Dakar aussi. Et j'espère que la nostalgie ne va pas l'envahir aujourd'hui. Et que nous passions notre temps à rénover le passé, à ne faire que des souvenirs. Enfin, je suis content d'être là. Très content, très chanceux. Sorte de discussion autour du savoir, la naissance, l'axe de naissance un peu de cette émission, de cette chaîne qui forcément va faire grand bruit. Professeur Souleymane Bachir Diagne, même question pour le docteur Maître Doudou Ndoye. L'amour pour le savoir, l'amour pour la connaissance, d'où vient-il? Pourquoi? Pourquoi aimer le savoir? Écoutez, j'ai tendance à penser que c'est une aspiration naturelle chez nous. Il me semble qu'on peut soutenir que la recherche du savoir est véritablement consubstantielle à notre humanité. Elle est constitutive de ce qui fait de nous des êtres humains. Tout à l'heure, avant d'entrer dans cette conversation sur le plateau, je discutais avec Maître Doudou Ndoye et nous parlions de ce que peuvent signifier les différentes facultés qui sont en nous, la faculté de sensation, la sensibilité, la faculté de raisonnement et les plus hautes facultés, au fond, qui nous tirent toujours vers le haut. L'humain, dans sa définition même, est appelé à nourrir ce qu'il y a de plus élevé en lui par ce qu'il y a de plus élevé au monde, c'est-à-dire les objets de connaissance.
Et je crois qu'il y a cette aspiration-là que nous traduisons en parlant d'amour du savoir. Il y a une satisfaction énorme, il y a un bonheur du connaître qui n'est pareil à aucun autre type de bonheur, parce que c'est la faculté la plus haute chez nous qui goûte ce bonheur-là. Les sens, vous leur donnez ce qui leur ressemble, ce qui ressemble au sens, le plaisir des sens. Vous donnez à la raison ce qui lui ressemble également. La connaissance rationnelle crée un certain plaisir. Mais la connaissance la plus haute, en effet, c'est le moment où on a le sentiment de coïncider véritablement avec ce qui fait notre propre humanité et de trouver cette humanité dans la connaissance des réalités les plus hautes, les réalités intelligibles, comme disent les philosophes. Donc, je crois que c'est un moteur en nous qui aspire à savoir, qui peut se traduire en curiosité de manière tout à fait banale dans la vie courante. Et cette curiosité, lorsqu'elle est cultivée, lorsqu'elle est éduquée, lorsqu'elle est formée, devient un amour du savoir et une poursuite du savoir. Ouais. Et d'où vient cet amour, ce bonheur du savoir, de Maître Doudou Ndoye? J'étais en train d'interroger le professeur sur ses propos quand il parlait d'amour. Et je me demandais, j'allais lui poser la question, en fait. Cela n'est-il pas, du moins, l'aspiration au traitement de la souffrance qui est consubstantielle à notre raison d'être, à notre présence sur la terre. Parce que cette raison d'être, lorsqu'on l'aura trouvée, la souffrance peut-être aura disparu. Notre présence sur cette terre n'est-elle pas simplement source de souffrance, d'une souffrance existentielle qui interroge ce qu'on appelle Dieu, qui interroge la divinité. Et par cette interrogation, on est obligé de chercher à savoir, à se soigner, en fait. Je suis d'accord tout à fait avec ce que dit Maître Doudou Ndoye, parce que, en effet, on peut considérer que nous sommes dans ce monde-ci exilés. C'est alors le discours religieux, le discours abrahamique, les religions abrahamiques estiment que notre présence dans ce monde est une punition. Nous avons transgressé la loi divine et comme punition, nous sommes sortis de notre lieu naturel et nous avons été exilés sur terre. Et donc, évidemment, la conscience de cet exil est une souffrance parce que nous nous sentons divisés d'avec nous-mêmes. Ce n'est pas notre lieu, le lieu naturel où nous trouverons enfin un sentiment de complétude. Nous nous sentons incomplets. Et ça, c'est en effet l'aspect souffrance qu'il y a dans le manque de connaissance. Et cette recherche de cette complétude, cette sorte de retour à l'être premier que nous étions, dans notre lieu naturel, et en étant tout à fait au complet, que nous recherchons. Et là, ça veut dire qu'au fond, l'élan, ce que j'appelais tout à l'heure l'aspiration vers la connaissance, commence par le sentiment de cette incomplétude. Quelque chose de fondamental nous manque, c'est notre propre être. Et nous avons besoin de reconstituer qui nous sommes. Vous savez, d'ailleurs, lorsque les humains ont été exilés dans la version coranique de cet exil, de la punition d'Adam et d'Ève, dit que lorsque nous avons été abandonnés sur cette terre, que nous nous sommes cherchés, le moment où les humains se rendent compte de ce qu'ils se sont fait à eux-mêmes, c'est le moment où ils vont prononcer la première prière humaine qui soit. C'est-à-dire, nous demandons à être restitués dans notre complétude première. Et cette prière que l'on trouve dans le Coran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mon Dieu, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Nous avons fait du tort à notre âme. Nous sommes incomplets aujourd'hui et nous nous en rendons compte. Et si tu ne nous pardonnes pas et que tu ne nous fais pas miséricorde, nous sommes perdus à jamais. Et ça, c'est le sentiment de notre propre incomplétude, cette souffrance
dont Maître Doudou Ndoye a parlé si éloquemment tout à l'heure est la recherche du savoir, l'aspiration vers le savoir, vers la connaissance. C'est une manière de rectifier cette incomplétude, d'être complet à nouveau. Et c'est donc un moteur qui nous conduit. Et ce moteur-là est la chose la plus précieuse qui soit. On peut dire que c'est une thérapie. Oui, je pensais encore à un mot qu'il nous a livré dans son introduction, l'amour. Il a parlé d'amour, amour du savoir. L'amour pour comme aspiration, comme besoin d'aller vers l'autre. Est-ce que à travers ce geste, cet acte, on ne pourrait pas définir, c'est difficile de dire définir, est-ce qu'on ne pourrait pas tendre vers le savoir? Parce que peut-on aimer ce qu'on ne sait pas? Dieu est amour, mais dans le Coran, il a dit, connaissez-moi, cherchez-moi. Pour aimer Dieu, il faut le connaître. Pour aimer ses compagnons, les connaître. Et je pense que même pour aimer cette philosophie dont il est l'un des grands maîtres, excusez-moi, dussé-je blesser sa modestie, cet homme est comparable aujourd'hui pour moi à Platon. Il est comparable à Bergson. Il est comparable à lui-même. Nous avons longtemps déifié ces philosophes de l'Antiquité grecque, romaine, de l'Allemagne, parce que nous n'avions pas la liberté et les libertés qui pouvaient conduire nos concitoyens à la réflexion sur eux-mêmes. Si on retournait à l'Antiquité grecque et qu'on y mettait le professeur Souleymane Bassirou Diagne à côté de Platon, j'aimerais bien voir cette discussion-là. Vraiment. J'aurais aimé aussi. J'aurais bien aimé être présent et voir Platon faire son mythe d'air et Souleymane Bassirou Diagne apporter sa contribution. Ouais. Je crois que cet amour que nous devons porter à nous, à nos concitoyens, à notre pays, nos enfants, à tout ce que Dieu nous a révélé, pourrait, à mon avis, sauver l'humanité. Mais, je crois. Nous devons savoir aimer les autres. Et à travers l'amour, peut-être, qu'on peut aller vers un savoir universel de chaque chose. En fait, le savoir en tant que tel, bon, je ne me crois pas être investi de cette faculté. Parce que le savoir ou les savoirs, le philosophe pourrait nous aider davantage à comprendre ces concepts. Le savoir, les savoirs techniques, bon. Mais, à mon avis, ouvrir son esprit vers la solution, trouver la solution ou les explications à toutes les interrogations possibles que nous rencontrons, tous les êtres humains que nous rencontrons, toutes les difficultés de notre vie. Je pense que si on est capable d'aimer, on pourrait peut-être aller vers la connaissance. Et ça se forge dans des canaux de diffusion, d'acquisition et de transmission du savoir. Si on évoque un mot, par exemple, un concept, la première cellule de base sociale, la famille, par exemple, est-ce que c'est le lieu par excellence d'acquisition et de transmission de ce savoir-là, ou bien de cet amour du savoir, professeur Souleymane Bassirou Diagne? Je le crois, parce qu'en effet, et là, je rejoins totalement ce que vient de dire M. Doudou Ndoye. C'est vrai que l'amour et le savoir ont une relation qui est une relation tout à fait indéchirable. Et d'ailleurs, la discipline dans laquelle nous nous reconnaissons, parce que Maître, évidemment, est un grand maître du barreau, comme vous l'avez rappelé, mais c'est également quelqu'un qui a une inclination philosophique très forte, une connaissance philosophique très forte également. Notre discipline, philosophia, c'est sa définition même de dire que c'est l'amour de la sagesse, la poursuite de la sagesse, qui commence d'ailleurs par ce sentiment d'incomplétude.
Le maître des maîtres, Socrate, dit ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Samaïétique, oui. Voilà. Et donc, savoir qu'on ne sait pas est le pas le plus décisif vers la connaissance. Parce que, encore une fois, on prend conscience de ce que j'appelais tout à l'heure sa propre incomplétude. C'est seulement celui qui prend conscience de sa propre incomplétude qui va aller vers la complétude précisément. Et ça nous travaille. Et on en fait l'expérience à l'intérieur de la famille. Ce que nous apprenons, nous l'apprenons dans l'amour familial, dans la relation que l'on a à la mère déjà, qui commence même dès avant la naissance, parce qu'elle est véritablement celle qui nous porte. Et donc, l'inclination que nous avons vers notre propre mère, le fait que l'enfant, par exemple, sait instinctivement téter. Si on y réfléchit, c'est la même signification que le tournesol, la fleur de tournesol qui sait se tourner vers le soleil. Autrement dit, tout ce qui a été créé a cette aspiration, au fond, qui est la même chose que le mouvement d'amour, l'élan d'amour. Quand les religions disent que Dieu a créé le monde par amour, il y a cette tradition hadith qudsi dans l'islam où Dieu, parlant à la première personne, dit « J'étais un trésor caché, j'ai voulu être connu, alors j'ai créé le monde ». C'est-à-dire que c'est comme si le monde lui-même était une sorte de miroir que Dieu se tendait à lui-même, et par amour. Et cet amour qui est une sorte d'amour cosmique, dans cet amour dans lequel nous baignons tous, nos amours individuels sont des réflexions de cet amour-là. C'est comme si l'amour que la mère porte à son enfant et réciproquement était une manière de puiser à cet amour cosmique qui est le principe même de la création. La relation l'amour qu'un homme éprouve pour sa femme et réciproquement est aussi, si on comprend bien les choses, la signification de l'amour, une sorte de réflexion sur le plan individuel de cet amour cosmique qui est au principe du cosmos et de la création. Et ça, nous en faisons l'expérience, effectivement, dans l'enfance. C'est pour cela que l'enfance est très importante pour les apprentissages des enfants. L'amour du savoir, c'est quelque chose que l'on tête, presque. Et donc, l'éducation que l'on reçoit dans sa famille, et d'abord l'amour que l'on reçoit dans sa famille, est absolument essentiel pour ce travail de complétude dans lequel on va s'engager et qui va durer toute la vie. Parce qu'on a ensuite toute la vie pour devenir pleinement celui que l'on a à être. Et la famille doit jouer ce rôle pivot, Maître Doudou Ndoye. La famille doit jouer ce rôle pivot. La famille, je me souviens d'une conférence qui fut tenue, prononcée en 1966-67 à la faculté de droit de Dakar par le doyen Descotigny. Et sa conférence était intitulée « Requiem pour la famille africaine ». Parce que pour lui, la famille africaine était appelée à disparaître. Ah oui. La famille monocellulaire, monoparentale européenne était en train d'intégrer nos territoires. Et tout récemment, je ne sais plus à quelle occasion, j'ai écrit un petit texte pour dire la famille africaine est encore là. Pourquoi? Et je le crois sincèrement. Pourquoi? Ceux qui ont vécu dans la famille traditionnelle africaine, je dis les vraies familles, les grandes familles, où il y avait les parents, les cousins, les tantes, ceux qui viennent d'ailleurs, dont on se souvient de la vieille parenté, tout le monde dans la même cour de maison, le pater familias, chef de famille, qui aimait tout le monde, qui mettait tout le monde sur le même pied d'égalité, ses enfants, les enfants de ses frères, les tantes, chacun aimait l'autre, chacun était avec l'autre. C'est une source de sécurité. On se sent en sécurité. Parce qu'on sait qu'on n'est pas seul sur cette terre. On n'est pas seul à Dakar, on n'est pas seul à Touba, on n'est pas seul à Kaolack, on n'est pas seul à Tambacounda. On appartient à une famille qui est là, qui vous aime, que vous aimez. Je pense que ça, c'est une de nos forces africaines qui peut aller avec le monde moderne. On nous a fait croire il y a fort longtemps que cette famille étendue
ne va pas avec les besoins du monde moderne. Je ne crois pas parce que je le vis encore jusqu'à maintenant. Ça fait 50 ans, 60 ans qu'on vit la même chose. Ça n'a pas changé. Je pense que cultiver la famille, apprendre à cultiver la famille. Et cela se pose parfois en termes d'une nouvelle souffrance. Parce que les personnes d'aujourd'hui ne savent plus vivre en famille. Ils vivent en couple. En Afrique. Bon, regardez le sens de mon regard. Chacun se voit en couple, dans un appartement, même dans une maison, même dans une très grande maison. Mais on est dans la solitude du couple et pas de la famille. Moi, je disais à mes frères, attention, si vous vous mariez avec la famille de votre épouse. Et l'épouse se marie avec la famille de son mari. Faites en sorte que les deux familles soient votre famille. Aujourd'hui, les personnes qui vivent sur nos territoires n'ont plus de famille. Je pense qu'il faut le rappeler souvent. Aider les jeunes générations à retourner à leur base d'amour familial, de solidarité et de protection réciproque. Et au-delà de cette famille même qui est maison, cette famille s'étendait au quartier. Suleiman se souvient bien de son quartier de naissance, aussi bien Saint-Louis, Dakar qu'ailleurs. C'est le quartier. Tout le quartier, c'est la famille. Et nous savions aimer et on savait se faire aimer aussi. Je crois que cet amour apporte à notre vie, en tout cas, mais aujourd'hui, c'est possible. la tranquillité. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de... Je ne crois pas impossible. C'est un mouvement de l'homme. C'est un mouvement de l'homme. Chacun doit avoir son mouvement pour aimer les autres, pour aller vers les autres. Ce n'est pas parce qu'on vit dans un appartement qu'on ne peut pas avoir ce mouvement. J'ai vu, je viens sur le terrain un peu plus concret. J'étais au Maroc il y a 3 mois. Et j'étais tout seul. Et par plaisir, moi, j'aime marcher, aller dans les marchés, vivre comme tout le monde. J'étais au grand marché de Casablanca. C'était un dimanche. Je voyais les Marocaines, surtout, avec des vieilles dames. Je suppose que c'était leur mère, maman ou grand-mère. Venaient au restaurant du grand marché de Casablanca avec ces vieilles qui vivent avec elles, venir manger au restaurant. Moi, j'étais là. Je réfléchissais, je me disais, mais attendez, ces dames-là n'ont pas abandonné leur mère. Elles vivent avec. Elles l'amènent au restaurant. Qui le fait aujourd'hui? Au Sénégal même. Les mères sont à la maison, les grands-mères sont à la maison. On ne lui dit pas, mais maman, venez avec moi, on va sortir, on va se promener. Rien du tout. On ne se rend même pas compte que nous sommes en train d'abandonner nos familles. Je pense qu'on doit simplement prendre conscience. Nous sommes peut-être un peu suffisamment âgés en ce moment pour avoir une longue histoire derrière nous et pour pouvoir parler comme ça. Oui. C'est déjà la nostalgie, professeur, quand on parle un peu de famille africaine ou de famille sénégalaise actuellement. Oui, il y a tous ces aspects-là, parce que nous sommes un peu mis au défaut de conserver la force de ces liens-là. Il suffit de regarder notre belle ville de Dakar. Non seulement il y a une sorte d'extension très rapide maintenant horizontalement, mais il y a une verticalisation. Ça veut dire que les appartements se multiplient, que nous allons aujourd'hui avoir la culture de la vie en appartement. Et c'est inéluctable. La démographie est ainsi faite, l'urbanisation est ainsi faite, et comme disent les prospectivistes, la démographie, c'est un destin. Donc on peut savoir qu'il en sera ainsi. Ça va être de plus en plus compliqué si on vit dans les appartements, de faire en sorte que la génération qui précède vive avec la famille. Et ça rend d'autant plus difficile le maintien de ces liens physiques, mais d'autant plus nécessaire. Parce que l'expérience que Maître Doudou vient de expliquer, c'est précisément l'expérience qu'il faut faire de dire il est de plus en plus difficile de maintenir ces liens-là. C'est une raison supplémentaire pour en rajouter dans l'effort pour les maintenir. Amener sa propre mère au restaurant,
quelque chose de magnifique. Vous savez, il y a quelques années, un de mes frères a amené notre mère au restaurant. Et il s'est occupé de maman. Boitillait déjà un peu, etc. Il s'est occupé d'elle. Et ça se voyait qu'il s'occupait d'elle. Et au moment de payer l'addition, on lui dit non, non, quelqu'un qui était assis là a payé pour vous. Si ça avait été moi, je me serais dit c'est quelqu'un qui me reconnaît et c'est pour moi que cette addition a été payée. C'est quelqu'un qui les regardait et qui avait le sentiment de cet amour qu'une mère porte à son fils et qu'un fils porte à sa mère. Je me demande si la mère de ce monsieur était encore vivante. En tout cas, on peut parfaitement deviner quel sentiment l'a habité au moment où il a décidé de payer cette addition et de s'en aller. C'est cela qui fait la beauté de notre humanité. Quand dans des moments comme cela, on mesure la force de l'amour. La force de l'amour de mon jeune frère invitant notre mère au restaurant, la force de l'amour qui a fait que cet homme a voulu exprimer ainsi ce qu'il avait éprouvé à regarder ce couple d'un fils et de sa mère, et donc il a payé l'addition et il est parti. Voilà ce que signifie notre aspiration à l'humanité. Voilà ce que signifie la bienveillance. Voilà ce que signifie l'amour. Et le premier universel, je dis toujours que le premier universel, c'est le sentiment humain, le sentiment d'humanité. Et c'est cela que nous devons toujours mettre en avant contre la fragmentation, contre le tribalisme aujourd'hui, contre des formes de méchanceté et d'adversité dont on se demande pourquoi et quelle raison est-ce qu'on en a de nourrir de l'animosité, souvent pour des gens que l'on ne connaît même pas. Oui, exactement. Et pour être sur ce même chapitre, l'autre canal, l'autre entre, qui devait être un moyen mais génial, mais extrêmement génial d'acquisition et de transmission du savoir, mais maintenant devenu des réseaux asociaux, ce sont les réseaux sociaux, Maître Doudou Ndoye. Un excellent canal pour acquérir du savoir, ou pas? Hier, je crois que c'était hier dans la nuit. J'ai quitté mon bureau, il était 21h. J'ai un jeune garçon qui assure la garde le soir, la nuit. Et chaque fois que je quitte le bureau, je lui dis une question. Il est curieux. Il est très curieux, d'une grande curiosité. Il est tout le temps en train de lire et d'écrire. Je lui dis, aujourd'hui, c'est une question. Le lendemain, je lui dis, bon, aujourd'hui, c'est 2 questions. Et comme ça, tous les soirs, on s'entretient, on parle. Et hier, il me parlait des réseaux sociaux. Selon mon entendement, je lui disais, le gardien qui est en face de nous, vous passez devant lui, vous l'entendez parler, et il vous donne une information. Je dis oui. Je dis, mais vous regardez la télé vous donne une information. Il me dit oui. Je dis, mais les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui diffuse des informations à une échelle beaucoup plus vaste. Ce ne sont que des réseaux d'information, mais est-ce des réseaux, est-ce un réseau de savoir? Dans le vrai sens du mot. Et je lui disais que, selon moi, savoir, c'est aller vers le professeur Souleymane Bachir Diagne, rester à côté de lui une journée ou une demi-journée, souffrir à ses côtés, l'écouter, parler, décrypter, réfléchir sur ce qu'il vous dit, essayer de vivre ce qu'il vous dit. Peut-être que c'est par là que vous allez savoir des choses qui vont rester en vous. Les réseaux sociaux, c'est la télévision, ce ne sont que des télévisions. Ce sont des canaux de diffusion de l'information. Et comme il faut en faire beaucoup, c'est le siècle de l'information, en définitive, ne reste que l'aspect négatif. Les aspects positifs, je ne les vois pas. Autrement dit, le savoir n'a pas sa place à... C'est la même chose que je dis, de notre métier, le métier d'avocat et de son support, le droit. Le droit a connu une évolution si dangereuse pour l'humanité. Oui, très dangereuse pour moi, pour l'humanité. Parce que dans le droit, il y a la philosophie du droit. Le droit doit reposer sur la philosophie. Le droit repose sur une philosophie. La philosophie du droit permet de comprendre son origine,
les interactions et son rôle dans la société. Alors, cette philosophie a été abandonnée depuis fort longtemps par le règne de l'argent. Le règne de l'argent qui nous conduit à un droit positiviste, le positivisme juridique. Ça veut dire quoi? L'État veut encaisser des impôts. L'État prend une loi en disant pour les caméras de télévision, désormais, vous payez 100 millions par jour parce que je vais encaisser des impôts. Est-ce que cela correspond aux normes juridiques préétablies qui ont fondé l'État et les relations entre l'État et les citoyens dans leur métier? Ce débat a eu lieu il y a fort longtemps en Europe. Et de grands professeurs de philosophie juridique comme Michel Villiers et d'autres ont tenté de les résoudre en faisant des ouvrages sur la philosophie juridique. Mais ici, aujourd'hui, chez nous, nous avons été conduits dans un droit positif extrêmement dangereux pour nos sociétés, qui se traduisent par, il m'excuse de le dire, le droit dit de l'OHADA, et tout le monde se croit juriste. Le droit actuel sénégalais, qu'on dit le droit sénégalais, mais en fait, qui n'est que le droit français transformé par nos us et coutumes, parfois maladroits. Et ce droit nous cause beaucoup de problèmes. Les avocats d'aujourd'hui, si je peux me permettre de le dire, comme étant peut-être aujourd'hui le plus ancien en mouvement, parce qu'il y en a 2 qui sont plus anciens que moi, mais ils ne sont plus en mouvement. Ceux qui sont en mouvement, j'en suis honoré d'être en mouvement. Mais je peux dire que les avocats sénégalais, les magistrats compris, ne vont pas vers la source du droit, vers des analyses préalables, vers les fondamentaux philosophiques de ce qui fait le droit. Ils se contentent de positivisme. De couper la corde et on est mort. De couper la corde, on est enrichi. De couper la corde, on est ruiné. Parce qu'on dit, c'est comme ça que je le vois. Mais chaque chose a une cause, a une raison d'être. Cet amour de chaque chose dans la société que nous partageons, fondement, des raisons d'être. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous oublions d'aller au fond des choses. C'est le professeur. Et ça, c'est votre rôle. Vous êtes en train d'aider tous les continents par vos réflexions. Vous m'avez aidé parce que vous me permettez de réfléchir. Nous en avons besoin. Ouais. Je passe mon temps à parler à ceux qui me sont proches dans mon métier en disant faites attention. Vous êtes en train de vous ruiner. Vous êtes en train de disparaître. Je l'ai dit ce matin, à 11h du matin à quelqu'un. Vous êtes en train de disparaître. Vous n'avez plus de sens, de raison d'être. Ça, à mon avis, c'est gravissime. Ouais. C'est grave. Mais, professeur, qu'arrive-t-il aux réseaux sociaux? Qu'arrive-t-il aux réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont un véritable paradoxe parce que normalement, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, s'ils méritent leur nom, auraient dû être un des outils les plus utiles pour créer du lien et répandre le plus largement possible cette bienveillance dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'en effet, grâce aux réseaux sociaux, on peut continuer à être en relation de bienveillance avec le monde entier, en droit avec le monde entier. Et évidemment, les réseaux sociaux servent cela. Nous avons, en utilisant WhatsApp, nous avons un réseau familial qui s'appelle Dadiembok. J'adore chaque matin recevoir des tas d'informations de mes parents qui sont aux 4 coins de la terre. Et je n'interviens pas beaucoup parce que ce n'est pas ma pratique, ce n'est pas ma culture véritablement, les réseaux sociaux. Mais j'adore les lire et je suis toujours heureux. Mais si on regarde les réseaux sociaux dans leur fonctionnement actuel, ils ont été mis non pas au service de l'universel humain, mais au service du tribalisme. C'est-à-dire que les réseaux sociaux permettent en effet de vivre dans des bulles et d'être tous ensemble, mais sous la forme d'une tribu. Une tribu qui définit son identité en attaquant d'autres tribus. C'est devenu un lieu de la plus grande agressivité et une agressivité qui, parce que le type de langage que demandent ces réseaux-là, c'est un langage toujours de l'hyperbole, de l'outrecuidance, de l'insulte, de l'outrage, etc. On ne peut pas parler calmement dans les réseaux sociaux.
on ne peut pas produire des arguments et demander la patience de la réflexion. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, nous n'avons pas mis cet outil magnifique qui est le symbole même de notre modernité, nous ne l'avons pas toujours mis au service du savoir, alors qu'il y a des ouvertures incroyables, puisque nous parlons, le propos qui nous intéresse, c'est la poursuite du savoir. Évidemment, il y a tellement de sciences, de savoirs, de connaissances disponibles dans l'Internet, dans la possibilité d'échanger, justement, via l'Internet. Il y a des possibilités de créer du lien, de faire humanité ensemble, selon une expression qui est une de mes expressions favorites. Et donc, si nous les faisons servir précisément à l'art de nous déchirer, à l'art de vivre dans des tranchées, à l'art de lyncher des gens, parce que brutalement, le vocabulaire, c'est sauce, être dans une sauce. Voilà. Exactement. C'est ça, oui. Voilà. C'est le vocabulaire. Et voilà, il faut que que les valeurs de bienveillance, les valeurs d'humanité, les valeurs d'humanisme et les valeurs de poursuite du savoir redeviennent des valeurs qui orientent notre manière de vivre cette invention formidable que sont les réseaux sociaux, pour que, en effet, les gens qui croient en l'argumentation, les gens qui croient en l'espace public, un espace public où on peut avoir des différences, où on peut avoir même des différends, mais où on se parle avec humanité et avec bienveillance, si nous arrivons à insuffler ces valeurs-là dans les réseaux sociaux, à ce moment-là, nous aurons véritablement eu la maîtrise de cet outil formidable et nous aurons rendu service à l'humanité avec cela. Malheureusement, ça n'emploie pas le chemin. Oui, est-ce que le nouvel... Oui, allez-y. Monsieur le professeur, je voudrais bien que vous parliez à tous les enseignants du Sénégal. Pourquoi? Je pense que c'est par l'enseignement, la formation, qu'on pourrait arriver à cela. L'enseignement. C'est vrai. Il faut que le rôle de l'école. le plus de gens soient instruits et bien instruits, Tout à fait. avec des programmes scolaires qui seront à même d'ouvrir leur regard sur le monde, sur cette bienveillante attention et compréhension qui doit être entre nous. Vous savez, quand quelqu'un est mal instruit, excusez-moi du mot, voire mal éduqué, mais pas dans le sens péjoratif, dans le sens éducation. Et lui serait-il possible de comprendre cette aspiration que vous évoquez? Il faut que les gens soient instruits. Absolument. L'école ne joue plus son rôle, c'est ça? Oui, à mon Parce avis, que il le joue, mais il le joue on incomplètement. continue d'aller à l'école. On va à l'école pour apprendre à écrire, on va à l'école pour apprendre à lire. Est-ce qu'on apprend à réfléchir? Est-ce qu'on apprend à comprendre? Est-ce qu'on apprend à aller vers les autres, à chercher le savoir? Est-ce que l'école sert à ça? Ou est-ce que l'école ne sert-elle qu'à chercher un papier pour un emploi? Un emploi tout court. Ou un savoir avec un emploi. L'universalisme du savoir, de la culture. Autrement dit, ce n'est plus une finalité, c'est un moyen pour avoir quelque chose de l'école. Hélas, c'est presque ça. Il y a quelques personnes qui échappent. Et quelles conséquences? La conséquence, c'est une société délitée, une société complètement désorganisée, avec des personnes instruites, diplômées, mais qui sont des positivistes. Ils sont des positivistes qui ne réfléchissent pas pour leur société, vers leur société. Ce qui leur convient, c'est ce qui les arrange tout de suite. Ça se retrouve dans toutes les professions pratiquement maintenant. Presque dans toutes les professions. Ce qui les arrange leurs intérêts dans l'immédiat. Donc au-delà de l'intérêt immédiat, il faut qu'on cherche une raison de cet intérêt. Et une finalité aussi à cet intérêt, où ça va. Parce que nous tous, on se pose cette question, où l'on va? À quoi sert ce que nous faisons, en définitive? Les diplômes, le savoir, l'instruction, la fortune. Au moment où on s'arrête, on pose un point d'interrogation. Le philosophe nous l'a dit, notre maître, Souleymane Bachir Diagne, nous l'a dit et le dit souvent dans ses réflexions. Il faut que les gens soient instruits. L'instruction, l'école, professeur. Ben oui,
l'instruction, l'école nous apprend en principe à reconnaître ce après quoi nous sommes véritablement. Maître vient de le dire. Si nous allons à la poursuite des biens matériels, si nous avons une idée tout à fait instrumentale, nous faisons une conception instrumentale de l'éducation. Nous ne voyons pas une finalité de l'éducation qui est l'élévation de notre propre être et la réalisation de notre propre humanité. Et ça, c'est important. C'est pour cela que les humanités, comme on les appelle, justement, sont le complément nécessaire de toute formation. Il faut évidemment des formations. Il faut des formations, comme on dit, professionnalisantes. Il faut que les gens apprennent des métiers. Mais avec cela, il ne faut pas s'enfermer dans la pure spécialisation et dans le pur professionnalisme. Il faut avoir également le bénéfice de ce qu'apporte l'éducation. Et Maître Doudou Ndoye a bien fait d'insister sur le fait que l'éducation, ce n'est pas simplement l'instruction. On peut être instruit dans un domaine particulier, dans une discipline particulière. Éduquer, et là je ne veux pas jargonner ni cuistrer, mais il est important de regarder à nouveau l'étymologie des mots. Éduquer, c'est être conduit hors de l'ignorance, pour entrer dans le savoir. Et ça, c'est une phrase qui revient souvent dans le Coran. Sortir de Zulumat pour entrer dans Nour. Mina Zulumat ila Nour. Sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. Donc ça, c'est le premier mouvement de l'éducation. Mais c'est également sortir quelqu'un de son propre confort, de sa propre tribu, de ce qu'on estime être notre identité immédiate, pour embrasser d'autres identités, pour embrasser l'idée même d'humanité. Embrasser la différence et être respectueux de cette différence, être tolérant et ouvert vis-à-vis de la différence. Et ça, c'est toute la finalité de ce que l'on appelle les humanités. Et la raison pour laquelle on les appelle d'ailleurs les humanités, c'est qu'elles enseignent à l'humain le fait d'être humain et la signification de sa propre humanité. C'est cette éducation-là que nous devons avoir. C'est cette éducation-là qui est la finalité ultime de l'école. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons, nous, dans le monde francophone, la classe de philosophie pour tout le monde. Le fait qu'en terminale, on demande à tout le monde de faire de la philosophie, quelle que soit la spécialité vers laquelle on se destine. On peut ne pas en faire sa profession par la suite, mais cela n'empêche pas d'avoir eu ce moment de réflexion que doit représenter la classe dite de philosophie et qui fait que justement, on a soif de ces humanités pour le reste de sa vie. On continue à avoir une réflexion philosophique. Et je me permets de prendre ton exemple, cher Doudou Ndoye. Le fait que Maître Doudou Ndoye soit avocat et un des meilleurs spécialistes de sa propre discipline ne l'empêche pas d'être le philosophe qu'il est. Et je suis sûr que, nous en avons parlé, que sa terminale, la classe de philosophie, y est pour quelque chose. C'est pour ça, quand j'étais inspecteur, quand j'ai été délégué dans les fonctions d'inspection générale de philosophie aussi, par feu Ibader Thiam, je disais toujours aux profs que j'allais inspecter, vous êtes la classe la plus importante en philosophie. Moi, là-bas, à l'université, je m'occuperai de ceux qui veulent faire philosophie et qui veulent en faire leur profession. Mais vous avez la responsabilité de faire que ceux qui ne seront pas philosophes restent quand même attachés à l'esprit philosophique et lisent de la philosophie, soient ouverts à la réflexion philosophique et la patience de lire des livres qui peuvent être difficiles, mais qu'ils aient la patience d'interroger ces livres-là, d'être en relation avec ces livres-là et de regarder la réflexion philosophique avec bienveillance. Et ça, c'est essentiel. C'est la responsabilité que les professeurs de philosophie doivent comprendre. Et c'est la manière dont ils doivent comprendre leur métier. Et j'ai eu l'occasion encore récemment, parce que je suis tombé sur une réunion de l'association des professeurs de philosophie, rendant hommage à un de nos collègues, Gano. Et j'ai pu redire ce message-là à la jeune génération maintenant, de ceux qui ne sont plus seulement mes petits frères ou mes petites sœurs, mais mes neveux et mes nièces. Exactement. On va finir par le dernier canal, parce que c'est un des aspects de sa raison d'être, les médias, informer, éduquer, divertir. Il y a le mot
éducation. Les médias éduquent-ils ou savent-ils éduquer, Maître Doudou Ndoye? Le professeur semble tout à l'heure avoir posé l'équation parce que je vous ai expliqué la substance latine du français éduquer, éducare, sortir de soi. Les médias devraient contribuer à l'information d'abord, aussi à l'éducation. Une telle émission, telle celle-ci, à laquelle nous avons l'honneur d'être invités, contribue manifestement à une éducation. Quand le professeur Souleymane Bachir Diagne nous parle de l'école, de la classe de philosophie, de ce que devrait être l'élève et l'étudiant dans sa société. Cet apprentissage du vivre en société. En fait, c'est à cela que, dans l'éducation, vivre avec les autres, instruction, oui, diplôme en soi, oui, pour soi, mais avec la société dans laquelle vous vivez, sans une bonne éducation, cette vie sera difficile. Je ne dirais pas qu'elle ne va pas réussir, parce que tout dépend des critères que chacun privilégie. Mais c'est une vie difficile que vous aurez avec votre propre société. Or, à mon avis, l'une des grandes réussites pour moi de l'être humain, c'est d'être en harmonie avec sa société. Nul ne peut être plus grand que sa propre famille ou que sa propre société. On y a de grands rôles. Ce n'est pas parce que vous êtes plus grand. C'est parce que la société vous confie un rôle très grand. Et je pense que l'éducation, par les médias... Oui, les médias, oui. Et les médias doivent penser à faire des émissions, bien sûr, qui correspondent à l'information et à leurs besoins immédiats aussi, parce que les médias sont aussi des entreprises. Et vous savez à quoi les entreprises sont exposées et depuis toujours, et maintenant encore plus. Donc les médias doivent obligatoirement apprendre à se comporter en entrepreneur. Et l'entrepreneur a des critères objectifs auxquels il ne peut pas échapper. Mais les médias doivent aussi savoir que ça parle avec l'humanité. Ça parle avec les enfants qui viennent de naître. Ça parle avec la femme qui est le soir tranquillement en train de manger à vous regarder. Ça parle avec le vieillard, avec les vieux que nous sommes. Et donc, nous parler un langage qui nous permet de nous retrouver chez nous, d'être bien éduqués et de contribuer à la vie de notre société. Donc, faire des émissions, inviter des personnes et parler beaucoup même à la société. C'est important, cet aspect, les médias, dans ce rôle-là qui lui est assujetti. Par principe. Absolument. Et leur rôle est absolument central. C'est celui que vient d'expliquer Doudou Ndoye. Ils sont au cœur de ce travail d'éducation. Au sens général que nous avons donné, vous et moi, à ce mot. C'est-à-dire qu'il s'agit véritablement d'éduquer une société. L'éducation, c'est à la fois la visée de l'éducation individuelle, faire en sorte que les individus grandissent et se réalisent, mais également une éducation qui soit une lumière qui diffuse dans toute la société. La devise que le président Senghor a choisie pour l'université Cheikh Anta Diop de Dakar le dit bien, Lux mea lex, la lumière est ma loi. Ça veut dire que l'université, le lieu suprême du savoir, de constitution et de transmission du savoir, doit être une lumière qui irradie sur l'ensemble de la société, comme le phare qui est sur l'une des mamelles est en train de balayer l'océan et aussi les terres du Cap-Vert. Voilà à quoi on peut comparer la lumière, le savoir et l'attraction que le savoir doit exercer sur nous. Et encore une fois, ceci se fait dans la filia, c'est-à-dire dans un climat d'affection, d'amitié. Il faut savoir installer ce climat-là pour que la connaissance puisse le mieux s'effectuer. Doudou Ndoye parlait tout à l'heure de l'exemple de Platon. La filia, il fallait l'installer. Cette sorte d'amour qui lie ceux qui poursuivent le savoir et qui est également amour du savoir. D'une certaine façon, l'amour de la dialectique, pour faire un jeu de mots, devient aussi l'amour des dialecticiens.
l'amour des dialecticiens est la condition de possibilité de l'amour de la dialectique, de l'amour du savoir. Et cela, il faut que nous l'assignions comme finalité philosophique à notre système éducatif et il faut que nous y travaillions. Beaucoup de choses, malheureusement, nous donnent l'impression que c'est peine perdue. Quand on regarde la situation, on se dit « Ah, on n'y arrivera jamais ». Mais il ne faut pas baisser les bras. Parce que l'alternative qui est le scepticisme, le découragement et le cynisme qui consiste à dire « de toute façon, il en est ainsi, les choses ne changeront pas, les humains sont ce qu'ils sont, la société est en déclin ou ne marche pas, ou bien il faut toujours tirer son épingle du jeu, c'est une jungle où il faut savoir être un guerrier, etc., être agressif ». Non, non. Les gens donnent encore valeur à la bienveillance et à la politesse. Et ça, il faut le comprendre. Et on le comprend en vous recevant. Dernier mot, parce que vous avez assisté par honneur pour moi à ce baptême de ce nouveau-né, Kébel. Dernier mot, Maître Doudou Ndoye. C'est le bon professeur qui va fermer tout. Oui, il va clore, oui. Ah oui, il va clore, mon professeur. Moi, pour ce dernier mot, franchement, je me suis interrogé sur un phénomène qui est patent, qui est courant, qui se renouvelle tout le temps, mais je ne me suis jamais interrogé sur ça. Et maintenant, samedi dernier, j'étais à Darussalam. Darussalam, c'est la grande banlieue de Mbacké et de Touba à la fois. Et ma belle famille, Mbacké, qui sont les résidents de Darussalam, ont pour rôle essentiel chaque année de rassembler l'ensemble des cotisations, des participations de la Oumma mouride à destination du grand calife. J'ai passé la journée avec eux et ce que j'ai vu m'a fait m'interroger encore une fois sur notre société. Cet amour que la population porte à Serigne Touba et à travers son enseignement à ses enfants, ses petits-enfants, à toute sa descendance, qui semble être, si on ne fait pas attention, on peut analyser comme une servitude. Alors qu'en fait, c'est une expression libre de l'amour qu'ils apportent à quelqu'un qui a joué un grand rôle dans leur vie. Mm-hmm. Et cet amour, ils veulent cultiver sa permanence. Mm-hmm. Et parce que quand on voit quelqu'un qui vient, on sait qu'il n'est pas aisé, qui passe la journée pour voir un des descendants de Cheikh Khadim Rassoul, pour lui donner un petit billet rabougri de 1000 francs, et être heureux de le faire. Mm-hmm. On se dit qu'il y a des hommes et des femmes dans notre pays qui aiment la grandeur, qui aiment quelque chose. Et ce travail d'Amadou Bamba dans notre société, qui laisse à ses petits-enfants, à nos petits-enfants, à nos enfants, ce comportement mérite réflexion. Mais réflexion dans le sens positif. Comment toutes ces forces d'amour utiles, comment peut-on les utiliser, les galvaniser au service de notre développement? Parce que c'est toute une région et peut-être même toute une nation. Il y a des forces d'amour qui sont dans notre pays qu'on doit utiliser pour le savoir et le développement. C'est comme ça que j'ai vu cette chose-là. Pourtant, chaque année, je participe à tous ces phénomènes, mais c'est la première fois que je réfléchis. Peut-être c'est mon âge. J'ai le temps de m'asseoir et de réfléchir. Et franchement, je voudrais vous remercier de m'avoir permis, surtout moi, d'être en face du maître. Et vraiment, c'est un grand honneur pour moi, une grande joie. Et croyez-moi, je vais reprendre mes lectures de philosophie. Parce que j'ai beaucoup de livres que j'ai lus, d'autres que j'ai commencé, mais je vais davantage continuer à réfléchir et à chercher. Quelle humilité, quelle humilité. Non, c'est vrai, c'est le maître. Quelle humilité. À la vérité, il ne faut pas confondre la science et la technique. Les métiers, la plupart des métiers, c'est l'expression de technique pour gagner sa vie. La science, c'est une pensée universelle. Elle est là, qui touche à tout.
À partir de la science, on tire quelques filets de technicité par-ci, par-là, et chacun gagne sa vie. Mais les vrais maîtres de la vie, c'est les gens qui pensent. Et qui pensent pour tous. Souleymane en fait partie. Professeur. Merci infiniment. Je suis heureux que Doudou ait terminé sur un point absolument central, qui est que lorsque nous cherchons la signification de l'éducation, la signification de la quête du savoir, nous avons ces modèles qui s'offrent à nous. Touba, les véritables fondations de la ville de Touba, c'est le savoir. De la même manière que les véritables fondations de la ville de Tivaouane ou de Médine à Kaolack, c'est le savoir. Et cela est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, nous voyons à Touba l'érection et le développement de ces deux lumières que sont les deux universités que nous y trouvons. Et je suis particulièrement heureux, moi, de parler de l'université Cheikh Ahmadou Bamba, créée par Serigne Mamor Mbacké, parce que le Cheikh m'a fait l'honneur de me demander d'accompagner le développement de cette université. Maintenant que j'ai décidé de prendre ma retraite, je vais avoir un peu plus de temps à consacrer à ce travail de poursuite du savoir avec sous la direction du Cheikh Mamor Mbacké. Et mes mots pour finir sont véritablement d'abord pour vous remercier et adresser mes prières pour que cette émission que vous lancez, je suis ravi et honoré que vous la lanciez dans ce duo que nous avons formé, Doudou et moi. Parce qu'il est important pour justement les questions de savoir que nous gardions dans les médias dans notre pays un espace pour simplement cela, échanger, un espace pour les idées, un espace pour la culture, que tout ne soit pas happé et capturé par la politique dans ces aspects qui sont des aspects de développement des inimitiés, fabrication d'inimitiés politiques, souvent à partir de rien du tout. C'est quand même une plaie qui risque d'être très dommageable à notre société. Avoir ces espaces-là où on a le sentiment de respirer, tout simplement, où on a le sentiment de véritablement regarder les choses les plus essentielles dans nos existences et des choses qui nous réunissent, qui créent de vraies connivences et de vraies parentés, parce que la parenté la plus grande, c'est la parenté de ce que nous avons de plus élevé en nous, c'est-à-dire notre capacité de connaître, notre volonté de connaître et notre capacité de connaître. Que puis-je connaître? C'est l'une des grandes questions de la philosophie. Que m'est-il permis d'espérer? C'est aussi une grande question de la philosophie. Et je suis heureux que vous offriez un espace pour des questions comme celle-là. Je vous en remercie infiniment et je prie pour que cet espace ait le développement qu'il mérite. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à cette noblesse anodine, ceux qui travaillent derrière les projecteurs. Merci beaucoup à TSM Business qui nous a accueillis, qui a décidé de nous accueillir. Merci à quelqu'un qui est là pour sa générosité, Moussa Sow. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité, événement Diary Sow, Pourquoi j'ai fui. C'était la première page de BL écrite par professeur Souleymane Bachir Diagne et maître Doudou Ndoye. Merci beaucoup.